Et voilà, donc toujours en direct depuis la place du Capitole. Ce second plateau sur cette 30e marche des fiertés toulousaines consacrée donc au médico-social et à la prévention. Avec nous pour parler de ce vaste sujet, Julie Tournier, d'ENIPS. Bonjour. Oui, alors moi c'est Naja Albazou. Pardon ? Je suis Naja Albazou, psychologue et sexologue à l'association ENIPS. D'accord, ENIPS, voilà, pardon, je me mélange les fiches. Et donc pour représenter l'association MDEJ, nous avons Nathanaël. Bonjour. Bonjour. Bien. Nous continuons dans ce focus donc un peu sur la transidentité. Mais avant tout ça, vous pouvez nous rappeler rapidement de quels outils vous disposez pour accompagner les diverses personnes qui font appel à vos services au sein de vos structures. Ok, alors nous on a plein d'outils, donc je vais essayer d'y aller rapidement. On fait de la prévention dans des écoles, collèges, primaires, lycées. Pour l'accompagnement, on fait des rendez-vous individuels. Donc moi, je fais des rendez-vous d'information gratuits sur les droits de l'enfant. Donc je peux recevoir des enfants ou des jeunes majeurs ou des parents pour informer sur l'autorité parentale, la procédure pénale, des choses comme ça. On fait aussi des médiations familiales pour les familles dans lesquelles il y a des situations de conflit, pour essayer de trouver des solutions concrètes malgré le conflit. Et on fait du soutien à la parentalité pour les parents qui rencontrent des difficultés dans leur parentalité. Donc nous, au sein d'ENIPS, on a un pôle en santé sexuelle et un pôle en santé mentale. On propose sur le pôle en santé mentale des entretiens individuels avec les personnes, des ateliers collectifs, des groupes de parole et plusieurs événements autour de la prévention en santé mentale. Et donc, pour revenir à notre sujet de base, donc, quel accompagnement proposez-vous donc, pour les personnes trans ou bien en transition ? Alors nous, on intervient sur le parcours de la personne. Donc on va essayer de faire en sorte que la personne elle a accès aux droits, elle a accès à la santé et les autres dimensions de la vie. On essaye d'accompagner les personnes pour qu'elles ouvrent leurs droits, qu'elles trouvent tous les repères médicaux, sociaux dont elles ont besoin. Donc on est une équipe pluridisciplinaire. Nous, ce qu'on peut apporter, c'est de l'information juridique et éventuellement du soutien pour les parents. L'information juridique, ça peut être spécifique pour des démarches administratives comme le changement de prénom ou le changement de sexe à l'état civil. Ça peut aussi être pour des questions autres qui ne sont pas forcément liées à la transidentité, mais des questions qui peuvent se poser, la recherche de logement, la recherche de travail, des difficultés liées à du harcèlement scolaire, par exemple. Et spécifiquement pour les personnes trans, on est en train de développer actuellement un partenariat avec l'association EM2T, Espace Mineurs Trans Toulouse, pour faire des permanences en binôme avec eux pour avoir une spécialité juridique et une spécialité sur la transidentité pour plus toucher ce type de public. Et dans quel état d'esprit se trouvent un peu les personnes qui viennent vous voir ? C'est des gens qui savent un peu où ils vont ou au contraire des gens qui sont plutôt désemparés, qui cherchent un petit peu des repères ? Alors pour nous c'est très variable parce qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils nous ont trouvés sur internet et qui ne savent pas exactement quelles sont nos missions. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont orientés par des professionnels, donc ils leur ont dit tu vas là-bas et tu leur poses telle question. Il y a des gens qui viennent pour des questions juridiques toutes simples, comment j'envoie mon dossier au tribunal, et il y a des gens qui viennent pour des situations familiales vraiment complexes. Donc on a vraiment toute la palette des états émotionnels qui peuvent se retrouver dans nos bureaux. Nous, ce que les personnes viennent essentiellement chercher, c'est le côté communautaire. Beaucoup de personnes ont été discriminées, sont dans un éloignement du soin. Et les personnes viennent chercher de la sécurité et un espace safe. Justement, à ce propos, est-ce que vous pensez qu'on assiste à l'heure actuelle à un retour de la pathologisation systématique des interrogations sur le genre ? Je ne saurais pas dire, moi je n'y assiste pas particulièrement, mais c'est sûr que la proposition de loi dont on parlait à la table ronde d'avant, c'est assez clair dans cette proposition de loi qu'il y a cette repathologisation qui revient, et pour moi c'est un indicateur que ça revient dans plusieurs strates de la société. Donc j'aurais tendance à dire oui. Moi j'aurais tendance à dire, est-ce qu'on en est vraiment sorti ? Puisque ça fait quand même pas très longtemps que c'est sorti des maladies mentales, malheureusement, d'où la visibilisation aujourd'hui des personnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des pratiques très ancrées et une hégémonie un peu de la psychiatrie et du côté médical. Donc
je ne suis pas sûre qu'on en soit vraiment sorti. La Haute Autorité de Santé, donc la HAS, doit publier en 2025 donc, des recommandations destinées à former le corps médical sur ces questions. Qu'est-ce que vous espérez retrouver en fait, dans ces recommandations pour éviter par exemple le travers de la pathologisation ? Nous, on espère qu'il y aura que les médecins, les médicaux auront l'intelligence de se former, d'être sensibilisés pour avoir des pratiques adaptées aux spécificités du public. Donc c'est ce qu'on propose aussi au Sésame, on propose des modules et on voit qu'il y a un gros besoin justement pour éviter les maladresses, les discriminations. Moi, ce que j'en attends, c'est des recommandations pour les médecins relatives à l'autorité parentale. Moi, je travaille quasiment qu'avec des mineurs et c'est impossible de se passer direct sur l'autorité parentale. Et sur les questions relatives à la transidentité, des formations ou des recommandations pour les médecins de savoir comment on accompagne des parents, comment on donne l'information aux parents, dans quel cadre on peut passer outre l'autorité parentale. Il y a un article de loi qui dit que dans les cas où ça peut sauvegarder la santé du mineur, c'est possible de se passer de l'accord des responsables légaux. Et j'aimerais bien des précisions de la Haute Autorité de Santé sur est-ce que les bloqueurs de puberté ou est-ce que les traitements hormonaux, ils peuvent rentrer dans ce cadre, à quel degré ils peuvent rentrer dans ce cadre. Ça, j'attends cette réponse-là. Est-ce que vous sentez le corps médical non seulement sensibilisé, mais dans une démarche, on va dire, de progrès par rapport à ces questions-là, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de résistance ? Je crois qu'il y a un peu des deux. Il y a toute une génération quand même qui est très intéressée, ouverte. Et il y a toute une génération qui est ancrée. Et dans la ruralité, c'est très très dur. On a beaucoup de médecins qui ne veulent pas bouger. Voilà leur pratique et leur représentation. Donc n'oublions pas les personnes qui vivent en ruralité. Dans le milieu associatif, on fonctionne beaucoup au bouche à oreille et je t'oriente vers telle structure parce que je les connais ou telle personne. Donc moi, ce que je vois autour de moi, c'est beaucoup de progrès et beaucoup d'inclusivité dans le corps médical. Je ne sais pas si c'est très représentatif parce qu'on me conseille et j'oriente que vers les gens qui, je sais, sont compétents et pertinents. C'est une vraie démarche du coup pour vous d'orienter aussi les personnes vers des professionnels alliés. Oui, c'est aussi pour ça qu'on est là présent sur ce stand, c'est pour faire du partenariat avec les associations qui sont spécifiques LGBT. Nous, on fait de l'information au droit, on n'a pas de spécificité LGBT, et c'est hyper important pour nous de pouvoir travailler avec ce public. Est-ce que vous avez entendu parler de médecins justement qui s'organisent pour justement répondre donc à cet enjeu-là ? Oui, il y a des maisons de santé pluridisciplinaires qui s'organisent et qui essayent d'avoir un axe spécifique aux personnes LGBT+. C'est de plus en plus le cas. Donc on encourage effectivement ces initiatives. Écoutez, à part si vous voyez quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, que vous voulez souligner dans votre action. Oui, je voulais juste revenir sur ce que j'attendais des recommandations de la Haute Autorité de Santé parce que il y a aussi la fameuse circulaire sur la prise en compte de la transidentité à l'école et j'aimerais beaucoup que la HAS puisse s'y pencher pour voir est-ce qu'on a du recul, est-ce qu'elle est appliquée, quels impacts elle a et est-ce qu'il y a des choses à modifier, des axes d'amélioration. Et j'aimerais beaucoup que la Haute Autorité de Santé se prononce sur la proposition de loi des Républicains comme la défenseur des droits l'a fait. Je pense que ce serait utile qu'elle le fasse. Et ce que je veux rajouter, c'est si vous ne nous connaissiez pas, on a un stand jusqu'au fond. On est la Maison des droits des enfants et des jeunes. Toute information, je fais un peu de pub du coup. Information pour les droits des mineurs, des jeunes majeurs, des parents, des professionnels. N'hésitez pas à passer nous voir. Il y a les fans là. Il y a un fan club. Oui, moi je dirais simplement, n'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide. Avoir des vulnérabilités, ça peut arriver à tout le monde et on est là pour ça, pour vous soutenir, pour vous aider. Et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci d'avoir participé à ce plateau. Effectivement, on va inviter tout le monde à venir vous rendre visite lors de ce village, à venir vous rencontrer pour découvrir un peu plus en profondeur votre action et tout l'éventail de vos propositions. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bonne marche. Merci.